Donc on va commencer ce premier forum. Je voudrais juste dire en propos introductif, puisque la thématique donc de ces deux journées, c'est sur la proximité et les recompositions territoriales. Je voudrais juste vous faire part de 2 ou 3 remarques qui me viennent à l'esprit. C'est premièrement de jamais oublier que toutes ces questions, effectivement, autour de la décentralisation, ces recompositions territoriales, je dirais, ça ne s'inscrit pas, et heureusement uniquement, dans un cadre universitaire ou dans le cadre législatif. Et moi, je suis toujours frappé quand même d'une ou deux choses. Je dirais que c'est pour ça que l'action publique m'intéresse. C'est quand même la baisse constante de la participation aux élections locales, à commencer par celle qui est la plus plébiscitée, qui sont les élections municipales. Il faudra bien qu'on s'interroge aussi un jour, depuis 1977, pourquoi on a une baisse constante de la participation au niveau national aux élections municipales. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, c'est que, je dirais, tous ces ensembles de recomposition territoriale, c'est que ça s'inscrit dans un cadre plus général, je dirais, de montée d'un certain nombre d'extrêmes sur nos territoires. La deuxième chose, c'est que quand on parle de décentralisation, théoriquement, depuis 2003, on a une organisation qui est décentralisée, mais en fait, on n'a jamais été aussi peu décentralisé dans la conception de la loi. Je rappelle quand même que dans la loi, il a fallu 3 lois, il y a 320 articles, il y a 200 pages. Je défie quiconque d'en comprendre, je dirais, l'architecture d'ensemble. Et c'est-à-dire qu'on est dans un rapport par rapport à la décentralisation, qui est un rapport et qui, à mon avis, est cependant qui devrait être constitutif de la décentralisation. C'est ce qui manque là-dedans, c'est le rapport de confiance entre les territoires et l'État. C'est-à-dire que l'État produit la loi, et puis ma foi, au cours de la discussion parlementaire, on essaye de promouvoir un certain nombre d'amendements, mais en fait, on a une loi qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement difficile à lire. Tout simplement, ces dispositions techniques masquent le déficit de confiance qui existe entre l'État et les collectivités territoriales. La troisième chose, c'est qu'on est, et c'est un peu la poursuite, dans une décentralisation qui est encore marquée 30 ans après son instauration par une forme d'immaturité. Je voudrais simplement prendre 2 exemples. On part d'une réforme qui est extrêmement importante pour les collectivités, qui est la réforme de la DGF. Il faut que ce soit Le Monde qui publie cet après-midi les chiffres de la DGF pour mesurer les impacts de ce que vont être les dotations aux collectivités territoriales. Je pourrais multiplier les exemples, mais dans le temps imparti, c'est un peu compliqué. Quatrième idée, c'est qu'au cours de ces 2 jours, on va parler de territoire. Et que quand on regarde les lois de décentralisation, et je reprendrai volontiers le propos de René Souchon, effectivement, ces lois, ma foi, elles existent, elles auraient pu être autres, ça c'est clair. Par contre, je ne suis pas véritablement sûr qu'on ait parlé de territoire au sens géographique du terme, c'est-à-dire que moi, je me méfie toujours quand on fait de la topographie juridique. Je vais prendre là encore 2 exemples. C'est qu'on a créé des métropoles. Le seul problème, c'est que ces métropoles, elles ne répondent pas à la seule problématique géographique qui existe, qui est celle de la métropolisation. C'est-à-dire que ces métropoles, mis à part celle de Aix-Marseille-Provence, on a transformé des structures intercommunales existantes, alors que la véritable question, c'est bien celle de la métropolisation, c'est-à-dire notamment tout le rapport entre ces territoires métropolitains et le périurbain. La deuxième chose, c'est sur cette géographie, c'est le débat extrêmement pauvre en matière, sur le périmètre des structures intercommunales, c'est-à-dire où, depuis 2010, on se base sur des seuils de population. En 2010, c'était 5000 habitants. Pourquoi 5000 habitants, je ne le sais pas, sauf la constitution de l'an 3 en 1795, où on avait des municipalités de canton, mais bon, ça montrera l'évolution législative. Et là, on a eu un débat sur 20 000 habitants. Finalement, c'est descendu à 15 000 habitants. Et qu'en réalité, derrière cette extension des périmètres territoriaux, en fait, on n'a pas réfléchi fondamentalement à la véritable question qui soit, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ces intercomités? Est-ce que ces intercomités doivent être ou non l'évinement des communes? Enfin, dernier élément, et après je vais laisser la place, je dirais, à ceux qui doivent participer au débat. Après le questionnement sur la notion de territoire, c'est sur la question de la proximité. Effectivement, on jongle alternativement entre la proximité ou les proximités. Pour ma part, je préférerais en rester aux proximités. Quand on voit la récupération qui peut être faite du terme la proximité par certains partis politiques, et que quand on regarde comment a été élaborée la loi de décentralisation, c'était intéressant. Parce que quand il y avait les discussions donc, au ministère, c'était pour dire chaque association nationale d'élus venait dire, et là je rejoins René Souchon, venait finalement défendre son précaré en disant nous les communes c'est la proximité. Le représentant de l'Association des communautés de France, il venait dire c'est la proximité. Puis le département venait dire c'est la proximité. Et les régions venaient dire c'est la proximité. C'est-à-dire tout le monde mettait la proximité, mais pas la proximité au sens ouvert comme elle peut être au sens géographique du terme, mais la proximité comme ligne de défense d'un niveau de collectivité territoriale. Et c'est bien le véritable problème, en fait, de cette réforme, ou je dirais, de la poursuite de ces réformes, et ce n'est pas uniquement le propre de cette réforme, j'aurais pu dire exactement celle de 2010, et que derrière tout ça, et je terminerai là-dessus, c'est qu'effectivement, ça pose la question du citoyen, mais de façon un peu provocatrice, c'est un terme qui n'a pas forcément été encore utilisé,
Est-ce qu'en fait, avec toutes ces réformes et avec, je dirais, ces constructions juridiques et d'outils, est-ce qu'on n'a pas oublié finalement l'essentiel? C'est que la décentralisation, c'est de la chair, la décentralisation, c'est du vivant, la décentralisation, c'est de la passion, la décentralisation, c'est du désir, et que c'est certainement pas la serpe gestionnaire dans laquelle on veut l'enfermer qui donnera sens à cette décentralisation. Et que si on n'y prend pas garde, est-ce qu'on ne va pas de plus en plus, en fait, vers une citoyenneté consumériste, ce qui est le pire pour la citoyenneté? Donc voilà ce que je voulais dire dans mon propos introductif. Donc maintenant, je vais laisser la parole à 4 chercheurs. Donc 4 chercheurs qui vont intervenir sur la thématique de mutation des territoires, les modèles économiques et les pratiques sociales. Enfin, chercheurs ou intervenants, non, prenez pas peur avec le terme chercheur, s'en fiche, c'est pas grave. Et on va commencer donc par quelqu'un qui est au Brésil, donc Marcio Rocha, qui, sauf erreur de ma part, est en ligne avec nous par Skype à l'université de Marimba. Donc, Marcio, bonjour à vous, on vous écoute tous. Cette réflexion est résultat de 17 recherches qui sont directes ou directement relationnées avec le même cause dans cette table ronde dans les derniers 8 ans de travail. À partir de 2007, nous développons des recherches sur le thème suivant: sécurité et soberanie alimentaire, la mobilité de consommation, diagnostic de potentialité productive locale, c'est la sigle DPPL, la mobilité humaine des jeunes producteurs aussi, la mobilité de la force de travail et finalement l'agriculture urbaine et périurbaine. Ce sont des axes de travail pendant 8 ans de travail jusqu'à l'université, jusqu'au groupe de NEMO, Nucléo d'études de mobilité et mobilisation. Nous traitons dans cette table ronde de réfléchir à partir des concepts de recomposition territoriale et mutation des territoires. La question de la citoyenneté comme thème plus ample et proximité citoyenne, qui doit être réinventée. Dans ce sens, c'est très important de penser la proximité de qui? Des États, des organisations non gouvernementales, des capitales privées, les publics, les privés et l'État. Cette triade doit être présente dans notre réflexion. C'est très important. C'est important de considérer la question des changements territoriaux des modèles économiques en relation des pratiques sociales. Comment réinventer cette pratique sociale? C'est la proposition de cette discussion. On part de la perspective d'interprétation de la problématique des mutations territoriales en considérant le concept de conflit. À la fois, on doit travailler avec des catégories suivantes: les groupes hégémoniques de pouvoir, production de l'espace, développement géographique inégal, la mobilité humaine, la immobilité géographique associée à la question de la résistance culturelle, classe sociale, entre les autres. Dans ce qui concerne la question économique, on ne part pas des modèles économiques. J'observe la perspective de l'économie politique comme prémisse, comme présuppose pour la production et reproduction du système productif, où s'insère toute la problématique qu'on doit réfléchir. On traite de la dimension, de la dimension culturelle. On comprend comme les chemins pour réfléchir sur la complexité des pratiques sociales aujourd'hui. Dans ce sens, il y a des points de discussion, 3 points de discussion. Le premier, c'est l'hégémonie, contre-hégémonie et la mercantilisation des relations sociales. Cette perspective de mercantilisation générale nous remettre à toujours établir relations de marché avec des produits du travail. La perspective de communautarisme signalise autre forme de circulation des produits du travail.
comme le coopérativisme populaire, des monnaies sociales et même des trocs directs entre marchandises qui possibilitent annuler ou atténuer des pressions exercées par les marchés capitalistes hégémoniques. La perspective de l'économie sociale et solidaire recherche, à partir des coopératives populaires, établir une contre-hégémonie. Ajoute à cette proposition l'usage des monnaies sociales. La banque communautaire au Brasil, il y a un bon exemple, la banque Palmas, au nordeste du Brasil, qui a un bon travail, un bon développement de cette activité. Le deuxième point, c'est la pratique sociale et proximité des citoyens au territoire. La problématique de modernisation conservateur, c'est un concept important de José Graziano da Silva. Il a écrit un travail, un livre, en 1981. A modernização dolorosa, estrutura agrária, fronteiras agrícolas e trabalhadores rurais. C'est la modernisation do frontières agricoles et travailleurs ruraux jusqu'au Brésil. C'est un classique des études agraires au Brésil. Et nous étudions spécifiquement les groupes de NEMO et de recherche. L'exemple du nord central du Paraná, à partir d'implantation de binomial soja-blé. Dans ce sens, il y a 4 points qu'il faut parler. Cette région présente une structure de petites propriétés comparée au Brésil, dans la structure brésilienne, et qui perd de population à cause de la modernisation et mécanisation de nouvelles formes. De petites propriétés familiales disparaissent. Et des populations migrent des champs à la ville, constituant des phases démographiques. Je ne sais pas s'il y a une traduction. C'est des vides démographiques. Dans la plupart des villes de cette région, avec une perte de 95% de population absolue. Dans l'ultime décade, il y avait une légère augmentation de population dans cette ville. Le deuxième point, c'est ils sont devenus villes fantômes, sans dynamisme économique, dépendant des grands propriétaires. Le troisième point, c'est la création de richesses dans ce territoire ne reste pas là. Beaucoup de grands propriétaires n'habitent pas la ville. Caractéristique plus présente. Quand il y a la mobilité sociale des jeunes, ils ne veulent pas retourner à la ferme. Il faut travailler dans la ville plus attractive et avec plus d'options. Le dernier point, c'est la question, je crois, la question du tourisme et ces différents modes comme possibilité de dynamisation des territoires. Il y a des problèmes que je crois importants pour réfléchir. C'est le problème de déqualification des territoires originaux, l'insertion de nouvelles activités n'emploie pas des populations autochtones. C'est le deuxième point qu'il faut réfléchir. Et dernièrement, un point très important, c'est comment réinventer la proximité des citoyens. Il y avait deux dimensions qu'on peut considérer. La première, c'est l'action des organisations démocratiques. l'IAD, c'est un bon exemple qui touche dans cette question et qui présente quelques schémas possibles. Le deuxième, c'est à côté des citoyens, les mouvements sociaux sont fondamentaux pour signaliser les problèmes et revendiquer des solutions.
En considérant cette dimension, il faut valoriser la créativité humaine et dépousser la bureaucratisation de la vie. Je crois que c'est ça, c'est ma contribution pour établir une discussion à ce thème. Merci. Merci beaucoup. Oui, je voudrais poser une question concernant l'apport du Forum social mondial de Porto Alegre. Quelques années après, quel bilan de cette démocratie participative peut-on tirer? À cause du Forum social mondial, des desdobrements, des processus, je crois que c'est très important, c'est fondamental, les processus de structuration, par exemple, de l'économie solidaire, sociale solidaire. Ils naissent jusqu'à la Forum social mondial. Et je crois que c'est une référence pour dimensionner de nouvelles options pour une autre économie et la perspective de changement de situation hégémonique. Christiane Demoustier, association Rhizomatique, association de citoyens. Je voulais savoir, on parle de proximité durant ce forum, sur un pays aussi grand que le Brésil, quels sont les moyens que les citoyens qui prennent des initiatives sur leur lieu de vie, dans leur village ou leur ville de proximité, comment peuvent-ils entrer en contact avec d'autres pour créer un effet dynamique plus grand? C'est un défi, je crois, c'est très difficile à cause de la dimension continentale du pays, mais je crois qu'il y a une avance dans la structure gouvernementale quand dans le gouvernement Lula, il a établi des politiques fédérales ou des actions et des incentives que je crois que avance un peu la possibilité d'extructuration des coopératives et des actions dans ce sens. Mais je crois que c'est difficile les contrôles et aussi la planification des actions. C'est très difficile, mais je crois qu'au Brésil, il y avait un avance dans ce processus. Oui, bonjour. La notion de démocratie participative est, je crois, reconnue et incluse dans la constitution brésilienne. Donc, comment s'articule-t-elle cette démocratie représentative avec la démocratie participative et démocratie représentative? Est-ce que ces deux notions sont en concurrence ou se complètent harmonieusement? Est-ce que la démocratie participative est une façon de réenchanter la politique, on en a parlé, de remobiliser les citoyens? Ou est-ce qu'au contraire, la démocratie participative crée des espaces concurrents de dialogue, de débat, voire de décision? Bon, je vais essayer de réfléchir. Il y a, à mon avis, il y a une crise dans la démocratie représentative. C'est une situation qui construit. Comme se dit, construit un décalage plus grand dans la base de la société et les intérêts des groupes politiques et d'une aristocratie politique qui se structure en tout le monde. Ce n'est pas seulement au Brésil, c'est une crise. Et alors, la possibilité d'une démocratie directe, c'est le chemin, à mon avis. C'est une possibilité. Mais comment nous pouvons planifier ce processus d'organisation de la société? Je ne sais pas. C'est un défi, c'est une situation qu'il faut réinventer, il faut établir des nouvelles perspectives pour cette situation. Et il y a déjà des signaux de changement avec des mouvements sociaux, avec des nouvelles caractéristiques
désarticulé du parti, des groupes, et avec une caractéristique anarchiste, mais c'est très en utilisant des systèmes à l'internet, des réseaux, ils sont nouvelles frontières que je crois qui existent maintenant et qui signalisent la possibilité de se réinventer et de se restructurer une autre chose qui mélange, je crois, la dimension participative et représentative. Je crois que c'est ça. Bien. Marcio, il nous reste à vous remercier. On va désormais écouter les 3 autres expériences, je dirais des 3 personnes ici présentes qui m'entourent. Donc avec d'une part Samuel Roumeau, ensuite Nicolas Chauchois et enfin Lionel Roucan qui vont donc nous présenter chacun pour ce qui les concerne des expériences, soit à partir de l'Institut Gaudin pour l'un, de la région pour l'autre, enfin voilà, chacun à partir de vos expériences. Donc dans un premier temps, je vais reprendre l'ordre. Samuel Roumeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire part du témoignage que vous nous avez à nous apporter sur ces mutations de territoire et modèles économiques en une dizaine de minutes, grosso modo? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis doublement content en fait d'être ici parmi vous, déjà parce qu'on se trouve à l'IADT, et c'est une structure que je connaissais pas, pour être honnête, avant d'être invité à intervenir ici, mais qui est hybride, mêlant collectivité et université. Et dans l'essence même de la structure, je trouve que c'est très intéressant, et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres en France, et je pense que le modèle gagnerait à être développé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis aussi content d'être en Auvergne, puisque sur les sujets qui me concernent, à savoir l'économie collaborative et les territoires, l'Auvergne, vous le savez peut-être, a été une région pionnière, puisqu'en 2013, ils ont développé un partenariat avec Ulule, une société de financement participatif, pour soutenir des projets citoyens et d'entrepreneurs locaux à l'échelle de la région. Ça, c'était pour les 2 petits mots d'introduction. Je vais peut-être me présenter très rapidement, parce que j'imagine que personne ne me connaît ici. J'ai eu un parcours assez classique qui a fait plaisir aux parents pendant un petit moment. Je suis passé par Sciences Po, les mines, j'ai bossé à la Commission européenne, dans des grandes boîtes, et puis tout d'un coup, plus rien. J'ai fait un burn-out et j'ai complètement changé de vie. Et du coup, je me suis mis à travailler pour WeShare. Donc WeShare, que je vais définir un petit peu plus tard, et en particulier le projet Sharetories, qui vise à ancrer la vision de WeShare sur les territoires. Avant de commencer mon petit exposé, j'aimerais vous poser une question toute bête. Qui parmi vous préfère le foot que le rugby? Et si c'est le cas, levez la main gauche. Ah, on est à Clermont, c'est une grosse ville de rugby. Et qui préfère le rugby que le foot? Levez la main droite. Ok. Alors en fait, le résultat m'importe peu, c'est juste que moi j'aime bien quand c'est assez interactif, et j'ai vu que vous étiez tous capables de lever la main. Donc si vous avez une question, vous pouvez lever la main et me poser la question, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien, WeShare, puisqu'on a juste 10 minutes, je ne vais pas trop tarder, je vais juste présenter WeShare en 3 minutes, et après le projet Sharetories un petit peu plus en détail. WeShare, en fait, j'ai l'habitude de le présenter comme une discussion. C'est avant tout une discussion entre un petit groupe de passionnés qui a démarré il y a 4 ans autour des nouveaux modes de consommation, ce qu'on appelait à l'époque la consommation collaborative, des nouveaux modes de production collaborative sur les territoires, dans des nouveaux espaces tels que les Fab Labs, les Makerspace, on y reviendra tout à l'heure, et des nouvelles façons de travailler également, avec de plus en plus de personnes qui sortent du sacro-saint CDI ou du système de l'auto-entrepreneur, et tout simplement des nouvelles façons de vivre sur les territoires. De ce constat-là est née une communauté, donc c'est la communauté WeShare, dont l'objectif principal est de promouvoir une société collaborative. Alors qu'est-ce qu'on entend par société collaborative? C'est l'ensemble des pratiques et des modèles qui reposent sur des structures horizontales et sur des communautés. Justement, WeShare s'est constitué en communauté. Donc aujourd'hui, ça a démarré il y a 4 ans à Paris, avec un petit groupe de jeunes qui a formé la première communauté. Et aujourd'hui, on a près de 5000 membres dans la communauté WeShare, un petit peu partout dans le monde, à la fois en France, mais aussi à l'étranger, de très fortes communautés en Amérique du Sud, des communautés de plus en plus au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ce qui est extrêmement intéressant au vu des contextes politiques locaux
de voir comment justement ces nouveaux modèles collaboratifs viennent influencer en fait la vie locale dans ces régions du monde. Donc ça, c'est un premier point. Et on a des systèmes de discussion à la fois en ligne et hors ligne, que ce soit sur des notions géographiques. Donc, par exemple, moi, je suis basé à Bordeaux et on a une communauté WeShare à Bordeaux, ou sur des thématiques précises, puisqu'en fait, l'économie collaborative vient toucher absolument tous les secteurs de notre société, que ce soit les transports, l'alimentation, le tourisme, le travail. Absolument tous les secteurs sont touchés et donc on a des personnes qui s'intéressent de près à certains types de thématiques. Notre façon de fonctionner est un petit peu compliquée à comprendre. En fait, on est une association, donc ça c'est la structure, mais on a très peu de salariés. On a une structure extrêmement horizontale qui repose sur un principe de responsabilisation, c'est-à-dire que quand vous vous intéressez à ces sujets-là, vous devenez ce qu'on appelle amis de WeShare, et vous pouvez participer à des événements, participer à des projets. Si vous voulez vous intéresser davantage, vous pouvez vous impliquer concrètement dans la mise en œuvre d'actions, de projets de WeShare. Et au fur et à mesure, vous pouvez être de plus en plus impliqué jusqu'à en faire votre métier. Moi, par exemple, c'est mon cas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde au sein de WeShare. Il y a des gens qui ont un métier à côté et qui se servent de WeShare pour faire de la veille sur tous ces sujets liés à l'économie collaborative. Donc on a tout un tas de cas de figure en fait, et de types de profils qui constituent cette communauté. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de la communauté, parce que parfois vous êtes davantage impliqués, parfois vous l'êtes moins, donc il y a un équilibre toujours entre ouverture et fermeture de cette communauté. Donc pour faire passer nos messages, on a divers projets. On a un premier grand projet qui s'appelle le WeShare Fest, qui a lieu depuis 4 ans à Paris, et qui est un petit peu la grand-messe de l'économie collaborative, où tous les chercheurs, entrepreneurs, aussi grandes entreprises de plus en plus, viennent se réunir pour échanger. Donc c'est des formats un petit peu originaux, beaucoup plus participatifs que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, pas seulement des tables rondes, où on invite tout le monde à vraiment apporter sa pierre à l'édifice, parce qu'on a de plus en plus d'acteurs entre guillemets traditionnels qui s'intéressent à ces modèles collaboratifs, que ce soit des entreprises ou des collectivités territoriales, et c'est justement le cœur du projet Sharetories. On participe aussi beaucoup, alors j'ai un peu tilté quand on parlait de chercheurs, parce que moi je ne me définis pas du tout comme un chercheur, mais néanmoins on contribue à des projets de recherche pour faire avancer l'état des savoirs sur cette économie collaborative. Et donc moi, le cœur de mon sujet, c'est le projet Sharetories. Alors on ne fait pas exprès d'utiliser des anglicismes, mais il faut bien voir que comme on est une communauté globale, notre langue commune c'est l'anglais, et on essaie à chaque fois après d'appliquer aux contextes locaux les différentes situations. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Ou toujours pas? Si vous n'avez pas de questions, je vous fais faire un petit jeu. Si, une petite question. Alexandre Pourtier, étudiant à l'IADT, donc également pour faire plaisir à mes parents. Simplement pour avoir quelques éléments de contexte sur ce que vous qualifiez d'économie collaborative, pour mieux comprendre peut-être ce qui va suivre, mais est-ce que vous pourriez contextualiser dans le sens où la définir, ses acteurs, quels sont ses enjeux, ses modes de fonctionnement? Alors, l'économie collaborative, c'est un petit peu compliqué à définir et les avis divergent depuis une petite dizaine d'années où le terme a été inventé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça recouvre un champ très large qui va, et d'ailleurs moi je ne vais pas si loin, mais ça c'est un autre débat, qui va d'Uber en fait, si vous voulez, où on a le modèle le plus capitalistique d'économie collaborative avec en fait une plateforme qui permet à des particuliers de devenir entre guillemets chauffeurs de taxi pour d'autres particuliers, jusqu'aux modèles les plus porteurs de sens social, comme par exemple des jardins partagés. Vous avez des groupements de citoyens qui se regroupent pour mutualiser, échanger, partager à l'échelle locale. Et donc en fait, on a vraiment un panel d'activités, d'acteurs qui sont extrêmement larges, mais le point commun entre tout ça, c'est qu'on a moins d'intermédiaires, c'est que ces activités sont en général facilitées par, et on en a parlé tout à l'heure, l'éclosion du secteur numérique, et qu'on se retrouve autour de notions de confiance et d'ouverture. Donc ça, c'est la définition qu'on peut donner à minima. Après, les acteurs sont extrêmement variés. On a beaucoup d'entreprises qui maintenant proposent aussi elles-mêmes des services collaboratifs, ce qu'on ne voyait pas il y a ne serait-ce que quelques années, où on était plutôt sur des modèles d'associations qui portaient un service ou de start-up qui vendaient un produit collaboratif. Est-ce que vous vous inscrivez dans le processus des CRES régionales?
ou est-ce que vous êtes plutôt une entreprise et pas vraiment un acteur de l'économie sociale et solidaire? Alors en fait, on travaille beaucoup à créer du lien, parce que je pense qu'on partage les valeurs de l'écosystème économie sociale et solidaire. Là où on va différer, c'est souvent sur la façon de procéder, où on a des systèmes qui se veulent volontairement plus fluides ou moins organisés, alors volontairement ou involontairement d'ailleurs. Et c'est surtout sur la façon de procéder qu'on diffère en général des acteurs traditionnels de l'ESS, mais sur le cœur du message, des valeurs et de l'ambition portée pour les territoires, on est très proche et on travaille d'ailleurs avec les CRES, on travaille aussi avec le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc on est très proche de tout cet écosystème aussi social et solidaire, bien entendu. Je vais peut-être continuer, sinon je vais vraiment déborder. Je vais vous inviter juste rapidement à vous lever et à vous mettre dans les couloirs un petit peu. Allez-y, vous pouvez vous lever sans que vous vous endormez un petit peu. Et parce qu'il va falloir un petit peu de place pour faire ce que je vais vous faire faire. Donc essayez de prendre la place dont vous disposez. Et ça va aller très vite, vraiment 2 secondes. Voilà, vous êtes prêts. Donc là maintenant, je voudrais vous demander de toucher vos orteils avec vos mains. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart d'entre vous ont essayé de faire ça. Et moi j'ai encore la chance d'y arriver, mais il y en a pas mal qui n'ont même pas réussi. Alors que moi je vous ai juste demandé de toucher vos orteils avec vos mains. Et il y a un monsieur qui est assez habile, qui a fait ça. Vous auriez pu faire ça. Vous auriez pu rester assis. Et là, à mon avis, vous aurez tous réussi. Vous auriez fait ça. Et c'est juste en fait un petit test pour vous montrer qu'on peut penser différemment sur les territoires et sortir un petit peu de notre schéma de pensée habituel en étant innovant et en se restant pas dans les limites de nos façons de penser habituelles. Voilà, c'était juste un petit jeu, vous pouvez vous rasseoir et je vais continuer sur le projet Charetorise. Alors ce projet Charetorise, je continue pendant que les derniers s'assoient. La vision, c'est de dire, on va essayer de mettre justement l'économie collaborative au service des territoires. On a créé ce projet il y a 1 an parce que de plus en plus de collectivités territoriales et d'entreprises locales nous disaient on sent bien qu'il y a tout un tas de pratiques, le covoiturage dans les transports, Airbnb dans le tourisme, les guides locaux, des pratiques d'échange entre particuliers qui émergent sur les territoires et nous on se retrouve un petit peu dépassés face à ça. On ne comprend pas vraiment ni de quoi il s'agit, ni comment est-ce qu'on pourrait l'appréhender et comment on pourrait en saisir les opportunités. Donc le projet Charetorise est né de ce constat-là et on l'envisage. Et oui, et donc sur la vision en fait de ce projet, l'idée n'est pas d'avoir une vision manichéenne comme on peut souvent l'entendre quand on parle d'économie collaborative et de dire soit tout est mal, on va complètement interdire toute initiative collaborative sur les territoires, mais notre idée c'est pas non plus de dire faisons des territoires complètement collaboratifs où tout le monde du jour au lendemain va coopérer, collaborer, se tenir la main, travailler en bonne intelligence, même si on peut, pourquoi pas, avoir cette ambition-là. Nous, on croit beaucoup à la création de territoires hybrides où des modèles traditionnels côtoient des modèles plus agiles, plus collaboratifs, où des grandes entreprises, des collectivités travaillent avec des associations, travaillent avec des collectifs de citoyens, travaillent avec des startups sur les territoires, dans l'intérêt de tous, au bénéfice de tous. Et donc ça, c'est un peu dans la façon de travailler de notre programme Charetorise. On l'a conçu à la fois comme une boîte à outils, pour être vraiment sur des projets très concrets de territoire et comme une communauté. Alors je vais vous donner quelques exemples. Parmi les outils, on a développé des ateliers de créativité pour répondre aux enjeux de collectivités ou d'entreprises locales. Par exemple, on a travaillé avec SNCF qui nous a dit, voilà, nous, on a ce problème-là. On a des gares en Île-de-France qui sont considérées comme des, et ailleurs d'ailleurs, mais le projet pilote porte sur l'Île-de-France, qui sont considérés comme de simples lieux de passage. Il n'y a absolument pas de vie. Et ces lieux ne sont absolument pas appropriés par les citoyens. Et ils nous ont dit,
comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ces lieux, ces gares, donc, soient des véritables lieux de vie dans les villes et dans les villages. Et donc, on a ouvert un appel à projet avec eux, donc WeShare et SNCF, pour ouvrir à tous les acteurs des territoires qui le désirent, pour leur permettre de faire des espaces de coworking, c'est-à-dire des espaces où des indépendants, des petites entreprises peuvent venir travailler et créer des projets en commun, pour faire des Fab Labs. Donc ce sont des espaces où vous pouvez disposer d'objets qui sont coûteux, qui sont chers, pour créer vous-même vos propres objets, pour ouvrir des crèches coopératives pour les parents qui souhaitent laisser leurs enfants avant de partir travailler sur Paris. Voilà, donc ça c'est un premier exemple d'un projet qu'on a mené avec SNCF. Un deuxième exemple, on a travaillé avec Groupama, donc une société d'assurance, dont l'enjeu était de faire face à la chute libre de ces caisses locales. Donc vous savez que Groupama a un système d'élus et de caisses locales qui représentent l'entreprise sur les territoires. Et en fait, ils sont aujourd'hui dans une crise, puisqu'ils ont des élus qui sont très vieux, exclusivement masculins, essentiellement agriculteurs. Et donc on a travaillé avec eux. Je ne sais pas si c'est forcément une crise, mais en tout cas, ils le perçoivent comme tel. Et donc on a travaillé avec eux via une méthodologie qu'on a développée qui est en fait un jeu de cartes, de 30 cartes, où chaque carte représente une pratique collaborative. Donc vous avez par exemple un secteur mobilité avec 4 cartes, le covoiturage, l'échange de voitures entre particuliers, l'autopartage. Vous avez une série de cartes sur l'alimentation avec les jardins partagés, les systèmes d'AMAP. Voilà, vous avez tout un tas de cartes. Et en s'inspirant de ces cartes, de ce qui se fait sur les territoires, eh bien les acteurs, que ce soit des collectivités ou des entreprises, se servent de ces pratiques-là et agissent de concert avec les citoyens pour justement créer de nouvelles pratiques sur les territoires. Et là, Groupama, ils ont par exemple décidé de mettre en place des systèmes de guides locaux où les salariés de Groupama se transforment en guides locaux pour faire visiter les entreprises de la région aux nouveaux arrivants. Ils ont également mis en place, plutôt que de financer des actions chez L'Oréal, ils ont décidé de soutenir des projets locaux via des plateformes de financement participatif locales. Voilà, donc c'est tout ce genre de petites actions qu'on essaie de mettre en place avec les acteurs locaux. On a travaillé récemment avec le conseil départemental de l'Isère, où là, il y avait une grosse thématique qui était liée au tourisme, et en fait, beaucoup de personnes qui viennent l'hiver et en quelque sorte un désert sur les autres saisons, et donc on a essayé de réfléchir. On a trouvé des solutions via les systèmes de banque de temps, de monnaie locale, sur comment est-ce qu'on peut maintenir le lien entre le touriste et les habitants tout au long de l'année. Donc tous ces petits exemples pour vous montrer que grâce à l'économie collaborative, on peut contribuer à avoir un impact social, à du développement économique, à protéger l'environnement parfois sur les territoires. Et tout ça en s'adaptant bien entendu aux enjeux locaux et aux contextes locaux des territoires avec lesquels on travaille. Et donc pour conclure, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'aujourd'hui il me semble que les collectivités ne sont plus tant dans un rôle de fournisseurs de services publics, d'autant plus que les budgets sont extrêmement resserrés comme vous le savez tous, mais plutôt dans un rôle de facilitateur et d'animateur de territoire en capitalisant sur l'énergie des citoyens, des startups, des divers projets qui œuvrent eux aussi sur les territoires. Et donc le projet Sheretories essaie de créer des ponts entre toutes ces énergies-là. Voilà. Merci Samuel Roumeau. Je vais passer maintenant la parole. On verra les questions après, hein, je vous rassure, pour ceux qui auraient des questions, mais qu'on puisse entendre à peu près tout le monde. Nicolas Chauchois, donc, qui travaille pour l'Institut Gaudin. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci infiniment pour votre invitation, ce qui me permet de revenir ici dans notre belle région d'Auvergne et puis dans cette ville très agréable de Clermont-Ferrand. Alors, Nicolas Chauchois, moi je suis docteur en sciences économiques. Je pense que j'ai désolé mes parents toute ma vie parce que j'ai détesté l'école quasiment toute ma scolarité pour finalement les faire pleurer de joie en 2012. Pour le coup, comme quoi, les trajectoires sont toujours originales. Voilà, je suis chercheur associé au centre de recherche de l'UFR d'économie d'Amiens et je dirige l'Institut Gaudin depuis 8 ans de sa création, qui est un centre de transfert en pratique solidaire et innovation sociale. Voilà. La question que vous posez aujourd'hui, celle qui est liée à la proximité avec les citoyens, est, je crois, aussi large que importante.
je savais pas bien comment j'allais m'y prendre en fait pour la conférence de cet après-midi parce que j'avais beaucoup d'angles d'attaque possibles. Alors du coup, j'ai appelé un ami, quelqu'un d'ici, sur Clermont-Ferrand, Nicolas Duraca, qui fait sa thèse ici avec Éric Dacheux au laboratoire Communication et Solidarité. Et je lui ai dit, à ton avis, comment est-ce que je peux peut-être prendre les choses? Et il m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu ailles voir une initiative ici sur Clermont-Ferrand, parce qu'au regard de vos travaux et au regard de ce que tu pourrais peut-être leur raconter cet après-midi-là, ça va beaucoup te plaire, c'est l'université foraine de Clermont-Ferrand. Voilà. Alors je ne suis pas venu pour vous la présenter, évidemment, c'est pas un Amiénois du Grand Nord qui va venir présenter aux Auvergnats de Clermont-Ferrand ce qu'est l'université foraine de Clermont-Ferrand. Mais j'ai beaucoup lu de textes, j'ai lu tout ce qui était disponible, en tout cas sur cette initiative, en tout cas de ce que j'ai pu récupérer. Et je dois dire que vous avez là un projet emblématique qui montre que des projets collectifs porteurs d'innovation sociale et que des politiques publiques de soutien à l'innovation sociale peuvent pour le coup générer cette question des proximités avec les citoyens. Mais l'objet de mon intervention, c'est de vous dire, ça va pas de soi, surtout en matière de politique publique. Et c'est surtout là-dessus que je pense je vais axer mon intervention. Ça va pas de soi. Pourquoi ? Eh bien parce que tout dépend de l'approche que l'on va retenir en matière d'innovation sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut identifier deux grandes approches en matière d'innovation sociale. La deuxième est celle sur laquelle nous travaillons depuis quelques années à l'Institut. La première est celle que j'appelle l'approche nationale. On a publié un papier dans la RECMA avec une collègue il y a quelques mois, et il y a l'évaluateur du papier qui disait non, on ne peut pas parler d'approche nationale. Il n'a pas tout à fait tort, et en même temps, quand on lit de manière horizontale la plupart des textes, la plupart des choses qui sont proposées par des agences nationales, quand on lit aussi d'ailleurs l'article de loi sur l'innovation sociale de la loi ESS, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de points de récurrence qui commencent à revenir, et ce qui nous permet de parler d'une approche nationale. Ces points, ce sont 3 points, je crois, qui reviennent quasiment systématiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a un mois et quelques, un de mes collègues est venu, je crois, ici, vous ennuyer pendant 1 ou 2 heures sur cette question d'innovation sociale. J'espère quand même qu'il n'a pas été trop ennuyé pour le coup, le connaissant, je suis persuadé que non. 3 points de cette approche qui, à mon avis, n'est pas une approche qui aboutit sur des projets qui forcément vont remixer, reproposer des liens ou de nouvelles proximités ou d'autres proximités avec les citoyens. 3 points de cette approche nationale de l'innovation sociale, c'est le besoin social, c'est la nouveauté et c'est la réponse à des besoins non couverts par des marchés, le marché plutôt, et les politiques publiques. Voilà. Le besoin social est quelque chose qui, techniquement, quand on travaille avec des politiques publiques ou des acteurs, n'est pas simple à gérer. Quand on met les mains dans le cambouis, il y a au moins 2 grandes manières de l'aborder. Je pense qu'au niveau national, on est plutôt sur la première que sur la deuxième. La première, c'est de se dire que le besoin est social au regard de sa nature et de ses bénéficiaires. Donc là, on va retomber dans une gestion de la pauvreté. Je ne peux pas le dire autrement, parce que les projets que je vois, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. La deuxième manière de penser le qualificatif de social, c'est de se dire qu'on va répondre collectivement en fait aux besoins. C'est pour ça qu'il est social. Voilà. Les deux sont évidemment cumulables, bien évidemment. C'est ce qui, à mon avis, d'ailleurs, est souhaitable. Le deuxième élément, c'est la nouveauté. Même en travaillant avec BPI-France, quand on les a équipés là, sur cette question, même eux ne parlent pas de nouveauté. Ils parlent de rupture parce qu'ils savent bien que la nouveauté, c'est toujours relatif. Ça a été très très bien pointé dans le rapport de M. Oural d'ailleurs sur l'innovation au pouvoir, c'est-à-dire que c'est toujours lié à un contexte. Donc il vaut mieux parler probablement de rupture contextualisée sur ces questions d'innovation sociale que de nouveauté à proprement parler. Et puis on voit auprès des acteurs et notamment des acteurs associatifs que ça les amène à démultiplier des nouveaux projets, alors que comme certains centres sociaux par exemple sont en train de le faire dans le Grand Nord, on pourrait aussi repenser le processus participatif, je dirais réellement participatif pour le coup des projets. Le troisième élément de cette approche nationale qui pose quand même relativement problème, c'est cette question de la non prise en,
non pourvues actuellement par le marché des politiques publiques. Ça pose beaucoup de problèmes. À mon sens, en tant qu'économiste, le premier problème que ça pose, c'est que ça implique une hiérarchie, une sorte de hiérarchie ou d'ordre naturel, c'est-à-dire que quand il y a un problème ou un besoin, on aurait un marché, alors on ne sait pas bien ce que c'est, parce qu'à la base c'est un espace, un marché. J'ai vu, vous avez le marché Saint-Pierre là juste à côté. C'est ça, c'est un espace le marché, à la base. Avant qu'on commence à personnifier, voilà, Polanyi l'a très bien expliqué dans ses travaux sur la grande transformation, sur la place de la société, place de l'économie dans la société, ce qu'elle appelle l'encastrement, enfin tout ça, il l'a très très bien expliqué, pas toujours très clairement non plus, mais bon. Une espèce d'ordre naturel, alors on ne comprend pas, il devrait y avoir le marché, puis les politiques publiques, puis une espèce de troisième voie, là on ne sait d'ailleurs pas trop, là on l'appelle tiers quelque chose systématiquement. Voilà. Bon, ça c'est vraiment de l'ordre de la représentation, voire de la croyance que je pense de la réalité, même si j'aime pas ce terme économique. Voilà en tout cas pour cette approche, et je pense que quand on privilégie les éléments de cette approche, alors on a peu de chance, à moins d'avoir de la chance, d'aboutir sur des projets qui vont véritablement renouer avec des proximités citoyennes. L'autre approche, la deuxième, qui est dite une approche institutionnaliste, comme c'est pas très vendeur, une de mes collègues m'a dit, on pourrait peut-être la renommer comme certains, l'approche socio-territoriale. Pourquoi pas ? Après tout, c'est une approche sur laquelle on a beaucoup travaillé à partir des textes québécois, et notamment les textes du Centre de recherche sur les innovations sociales, mais aussi des travaux français. Nadine Reches-Battesti, ici, a travaillé depuis des années là-dessus, et propose 3 autres éléments. Il y en a beaucoup plus, mais en 10 minutes, pour le coup, j'ai essayé de sélectionner. Voilà. 3 autres éléments qui ne sont absolument pas contradictoires avec les 3 premiers éléments de l'approche nationale, qui, au contraire, lorsqu'on les inclut dans une sorte de grande approche réconciliatrice, vont permettre, en fait, eh bien, de relativiser les apories des 3 premiers éléments que j'ai présentés. Et ces 3 éléments qui sont mis en exergue dans le cadre de cette approche institutionnaliste, c'est-à-dire qui cherche à comprendre le changement institutionnel, changement des représentations, de pratiques. Le premier élément, c'est l'aspiration sociale. Et là, je pense qu'on a une très belle illustration de ce que peut être l'aspiration sociale avec ce que vous avez mis pour le coup sur ce mur ici. L'aspiration sociale, c'est quoi ? Ça, on le retrouve très très peu dans les textes, dans les textes, en tout cas dans la loi de l'ESS, ça, on ne le retrouve pas du tout. L'aspiration sociale, c'est comment, à un moment, pas partant d'un besoin, mais partant d'un problème sur un territoire, comment des acteurs très hétérogènes, que ce soit associatif, que ce soit SA, SARL, dit acteurs classiques, que ce soit collectivité locale ou chercheurs, comment à un moment donné ils vont réussir à idéaliser dans un avenir qui va leur paraître préférable à celui qu'on a aujourd'hui. Et un avenir idéalisé, autrement qu'un avenir comptable qui nous dit que la meilleure manière d'avoir un bel avenir, c'est de réussir à faire des restrictions budgétaires pour arriver dans un état de bonheur. Voilà, cette logique qui est de s'affliger des coûts pour arriver vers un état de bonheur n'est pas une logique économique, mais c'est une logique très ancienne. C'est la logique du sacré. Si, comme moi, vous aimez beaucoup un auteur français qui est Jean-Pierre Dupuy, alors là, vous allez pour le coup vous régaler avec ces logiques. L'aspiration sociale, c'est ça, c'est comment à un moment donné, et je trouve que dans l'université foraine de Clermont-Ferrand, on sent à la fois que c'est la recherche et des recherches de processus qui visent à aboutir là-dessus. Comment ensemble, on pense un avenir qui nous paraît préférable, et comment on se dote, pour le coup, des réels possibles, c'est-à-dire non plus seulement des libertés négatives à la Amartya Sen, mais aussi des libertés positives pour y arriver. Et ça m'amène du coup sur le deuxième élément, qui est le processus collectif. C'est-à-dire, ce qu'on fait collectivement, on peut... non, je vais le prendre à l'inverse. Ce que l'on ne peut pas faire individuellement, les collectifs, eux, peuvent le faire. Proudhon le rappelait déjà dans beaucoup de ses ouvrages. Et là, dans ce processus collectif, c'est notamment l'hétérogénéité, c'est un terme qui ne parle pas tout le temps, c'est-à-dire des acteurs très divers. Dans le Pas-de-Calais, ils ont préféré parler de multipartenariat. Pourquoi pas ? C'est peut-être parfois autre chose que l'ancrage territorial. C'est comment est-ce que ces acteurs très différents vont se mettre en travail, mais aussi comment ensemble ils vont réussir à trouver des accords. Donc c'est pas du tout un espace de bisounours comme mes amis banquiers avec qui je négocie la trésorerie de l'Institut, en tout cas j'essaie, me disent oui, d'une économie de bisounours. Pas du tout, c'est un vrai espace pas de conflit mais de tension. C'est aussi la démocratie, de réussir à trouver des accords ensemble et des décisions collectives, toujours
avec ce point de guide, ce point fixe, dirait Dupuis peut-être, c'est-à-dire cette aspiration sociale, ce guide de l'avenir qui tracte le présent. Et le dernier élément, c'est le changement. L'impact, c'est bien, c'est important, hein, mais le changement, c'est-à-dire de réussir à construire des méthodes analytiques qui permettent de voir de quelle manière les projets permettent d'apporter des changements de représentation et de pratique, et donc la diffusion, parce que si ça ne se diffuse pas, s'il n'y a pas de diffusion, l'innovation, c'est clairement la diffusion. C'est d'ailleurs tout le paradoxe. Si ça ne se diffuse pas, ce n'est pas de l'innovation. Si ça se diffuse, bah, c'est plus nouveau, donc c'est plus de l'innovation. Vous voyez, c'est pas grave. Donc la diffusion est clairement aussi au cœur de cette question du changement institutionnel. Voilà. Pour conclure, parce que je ne voudrais surtout pas prendre de temps sur les intervenants qui vont faire suite, je voulais juste conclure sur quelle peut être la place des chercheurs dans ce processus. Parce que ça me paraît extrêmement important, et ça a été une très belle surprise quand je l'ai lu. On m'a remis votre rapport à Grasse il y a 3 jours, je vous assure que c'est vrai. Ils ne savaient pas que j'allais intervenir avec vous aujourd'hui, mais je l'avais déjà lu en version numérique là-haut sur Amiens. Il y a deux voies, au moins 2 places pour les chercheurs. La deuxième est classique, la première ne l'est pas. La première, c'est d'outiller, clairement. C'est-à-dire de réussir à faire en sorte que les éléments de recherche scientifique en sciences humaines et sociales trouvent des traductions concrètes. Et ça, c'est très, très, très difficile, je vous assure. C'était le pari de l'Institut il y a 8 ans. On arrive seulement à le faire depuis 3 ans. Ça nous a mis 5 ans. Ça nous a pris 5 ans, pardon. Je suis dyslexique aussi, vous vous en êtes rendu compte. Ça nous a pris 5 ans pour commencer à réussir à faire cela. C'est comment des éléments de la recherche, des avancées de la recherche en sciences humaines et sociales, quelles que soient les disciplines, alimentent un outillage auprès des acteurs. Ils en ont énormément besoin, d'analyse des pratiques solidaires, des éléments porteurs d'innovation sociale. Les travaux nationaux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En plus, ça a été dit tout à l'heure, ce sont les territoires et les écosystèmes territoriaux qui doivent faire émerger et leurs indicateurs et leurs travaux, et d'outiller aussi les pouvoirs publics à travers des outils d'analyse ou ce genre de choses. C'est un peu ce qui nous a fait connaître en France, même beaucoup à travers les marqueurs d'innovation sociale qu'on a construits d'abord en Picardie et qu'on reconstruit aujourd'hui sur d'autres territoires. Et ça c'est déterminant. En sciences dures, c'est dans le protocole institutionnalisé de recherche scientifique, c'est très courant. Il y a de la recherche fondamentale qui doit rester pour la recherche en sciences humaines et sociales, j'en suis convaincu, mais il y a quelques petits éléments qui peuvent parfois, enfin beaucoup de grands éléments, qui peuvent être utilisés. Et puis la deuxième place, c'est la place de l'analyse, parce que c'est aussi le rôle des chercheurs, évidemment, d'alimenter la communauté scientifique par des publications ou autres, mais il ne faut pas se raconter l'histoire, ça reste entre nous, ça reste dans le cercle commun. Enfin, je sens bien, en tout cas sur les territoires, qu'il n'y a pas de grande porosité. Les acteurs lisent pas ces travaux, et puis c'est long, c'est chiant parfois, il faut le dire aussi. Hein, c'est ce qu'ils nous disent, hein, puis on comprend pas. Et voilà, d'où aussi peut-être des voies de traduction, de faire une voie et l'autre pour trouver aussi des voies de traduction et de permettre que ces avancées dans la communauté trouvent des voies concrètes dans le cadre des projets à la fois des acteurs et des collectivités locales. Voilà, merci encore infiniment pour votre invitation et merci de votre attention. Merci Nicolas Chauchois. Donc on va laisser la place à Lionel Roucan, puis après on gérera les questions, parce qu'on va remettre... Bien, voilà, je vais me présenter. D'abord, bonjour et merci de votre invitation pour parler d'un sujet sur lequel je pourrais parler des heures. Celui des parcs naturels régionaux. Alors, je suis Lionel Roucan, moi, je préside l'association de préfiguration du parc du Haut-Allier qui vient de se créer. On a fini toute la démarche et maintenant on attend et on vient de transmettre à l'État nos résultats et le ministère, dans sa bienveillance, aura la joie de labelliser ce territoire en tout début d'année prochaine. Donc le pari de 50 boulots est gagné, mais... je suis aussi vice-président du conseil régional. Tout à l'heure, mon président esquissait les lignes des grands projets régionaux. Et c'est tout à fait dans cette idée qu'on a lancé la création d'un parc. Mais la création d'un parc, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, j'aime bien commencer par là. Les parcs naturels régionaux, c'est un peu quelque chose de très particulier. Et on le doit au général de Gaulle, qui fait le premier acte de décentralisation, là, à travers la création d'un parc naturel régional.
Et je ne suis pas sûr qu'il soit rendu compte de ce qu'il faisait. Sûrement, j'espère pour lui, mais dans son idée, c'était surtout des espaces récréatifs. Et c'est devenu des espaces qui ne sont plus du tout récréatifs, mais qui sont plutôt des espaces qu'on voudrait d'ingénierie territoriale, de projets, qui sont des endroits où on parle beaucoup de ce qui se passe entre nous, de ce qui se passe dans dans la fameuse limite du parc. Le mot parc induit évidemment lui aussi une notion de limite. Alors ce parc, pour vous donner une idée, c'est sur 2 régions, 2 départements, c'est 12 communautés de communes, c'est 88 communes qui ont été interrogées, quasiment 31 000 habitants. Vous fait rire, c'est que sur 30 000 habitants, il y a 3 000 élus quand même. Et presque 200 000 hectares de territoire. Un territoire où la densité de population est extrêmement faible, puisque c'est le linéaire de l'Allier qui part de Brioude jusqu'aux sources de l'Allier. Si un jour vous avez l'occasion, et je vous le souhaite, d'aller voir les sources de l'Allier, vous verrez que là, on est dans des paysages de grande vacuité, et en tous les cas, très peu anthropisés, et c'est tout l'intérêt de la chose. Mais quand le général de Gaulle pose son idée de parc naturel régional et en fait un décret, il ne se rend pas compte aussi qu'il nous met, collectivités locales et les conseils régionaux, qui à l'époque étaient à peine naissants, c'était même pas des conseils régionaux comme ça, il nous met dans une situation un peu bizarre, il nous met dans un paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut faire la preuve que ces territoires ont un intérêt environnemental et écologique. Et on le fait autour de la rivière, autour d'un massif, autour d'une vallée, autour de problématiques réellement environnementales, et qu'environnementales et que écologiques. Et puis ça, c'est la première étape de la création d'un parc, c'est l'avis d'opportunité. Et là, c'est le ministère de l'Environnement qui est aux commandes et qui dit, oui, ça vaut le coup. Oui, vous êtes dans une gamme de qualité environnementale suffisante et nécessaire pour aller dans la démarche. Et tout de suite après, ils nous disent, voilà, maintenant, vous devez créer un projet. Et le projet, il se fait avec les hommes qui habitent là, avec les habitants, avec les citoyens. Les citoyens, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur ce périmètre-là. Et là, on arrive à un paradoxe très, très, très difficile, souvent à régler, c'est qu'on a une entité géographique, mais on n'a pas une entité de projet. Et on n'a pas une entité de réseau, on n'a pas une entité de travail, et on n'a pas des habitudes comme ça. Et là, nous, on s'y heurtait de plein fouet en faisant travailler la Haute-Loire et la Lozère, ennemis depuis toujours, depuis qu'ils ont tué la bête du Gévaudan, ils ne savent pas lequel tuer la bête du Gévaudan, donc ils sont toujours en concurrence depuis ce temps-là. Et ça a été très compliqué, et c'est compliqué. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que l'intervenant précédent disait, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré dans un système extrêmement complexe. Et on a fait rentrer la complexité sur les territoires, la complexité de décision. On a mis des gens ensemble, et on met des gens ensemble par cette méthode-là, qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations, qui n'ont pas du tout les mêmes représentations sociales de leur territoire, qui n'ont pas du tout les mêmes croyances de leur territoire, de leur foi. Et ça devient extrêmement difficile de rapprocher ces gens-là. Et donc, on a pris une méthode qu'il fallait être ascendante. On avait forcément la commande du conseil régional d'avoir une méthode ascendante. C'est le territoire qui devait parler de son projet. Mais il fallait les mettre ensemble et autour de quelque chose de cohérent. Donc, on a d'abord travaillé à l'ancienne. On a fait 350 réunions publiques en 5 ans. Ça a mobilisé plus de 8000 personnes. On a fait des réunions à 450. Vous imaginez quand vous avez 450, quasiment que des élus dans une salle, de tous bords politiques, de toute confession, de toute poil, plume, etc., et qui se mettent à parler de leur territoire, mais ça devient très compliqué. Donc là, il nous faut une méthode, il faut une véritable méthode, et je pense que là, les sciences humaines, comme vous le disiez, doivent nous apporter ce genre de protocole, de méthodologie, pour pouvoir faire parler des gens, les faire parler de manière à ce qu'ils soient respectés dans leurs paroles, ils soient respectés dans leurs aspirations, ils soient respectés dans leurs représentations sociales les plus profondes, parce qu'on n'est pas là pour changer ça. Et en tous les cas, il faut non pas être au pays des bisounours, dans une région comme ça, mais il faut montrer que la personne, ou l'entité en tous les cas, qui met en marche cette concertation est bienveillant. Je pense que l'idée qu'on en a eue après, au bout de 5 ans de boulot, c'est de dire heureusement qu'on a été bienveillant et qu'on n'a pas été opposant. Parce qu'on aurait très bien pu dire, nous on sait comment faire une charte.
Moi, je me mettais dans un bureau avec mon équipe, quelques personnes du conseil régional, et on écrivait une charte de parc. Et c'était très facile. Et après, on allait voir les gens, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, on va voter. On ne peut plus faire ça, on ne peut pas faire ça. Certains parcs ont été montés comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et la méthode de concertation, elle découle d'une méthodologie. Une méthodologie donc, qu'on a appelée une méthodologie de scénario, c'est-à-dire que petit à petit, on allait toujours vers des scénarios de plus en plus complexes, de plus en plus transversaux, de plus en plus horizontaux, qui nous permettaient justement de recueillir tous les faits, toutes les aspirations des personnes qui étaient là à interroger. Alors ça a été un gros boulot, et on a créé donc des ateliers de personnes volontaires. Alors les personnes volontaires, c'était très rigolo parce que c'était souvent les gens les plus impliqués qui venaient, mais aussi les autres. C'est-à-dire ceux qui n'en avaient strictement rien à faire ou qui en avaient peu entendu, mais qui avaient du temps à passer, qui avaient du temps à perdre. Ils ne l'ont pas perdu, ils sont venus travailler en atelier. Donc on a travaillé en atelier thématique. Les ateliers thématiques ont sorti un espèce de catalogue. Évidemment, quand vous faites un atelier thématique, vous adressez aux agriculteurs, vous adressez aux gens du tourisme, vous vous adressez aux profs, vous leur dites qu'est-ce que vous voulez pour votre territoire, ils vous font un catalogue, ils le connaissent quasiment par cœur, et ils nous livrent cette matière-là. Cette matière-là, nous on l'a relivrée, on l'a redonnée à des ateliers d'écriture et de concertation, c'est-à-dire que des gens qui étaient extérieurs à ces ateliers thématiques, qui n'avaient rien à voir avec ce thème-là. On a eu des boulangers, on a eu d'autres gens, des gens qui... Moi, je me rappelle d'un boulanger parce qu'il me faisait rire, il mettait toujours en question, il remettait toujours en question ce qu'on avançait, mais il a fait beaucoup progresser, du coup, la réécriture de ces textes-là. Ces textes étaient remis, donc, à des gens qui n'étaient pas des professions, qui n'étaient pas des spécialistes de la thématique, et il y avait une réécriture qui se faisait. Cette réécriture, elle passait devant un comité de lecture, qui disait ça, pour voir s'il n'y avait pas quand même des horreurs infâmes qui sortaient de là, c'était possible. Donc il y avait une espèce de comité de régulation. Et ce comité de régulation, il réinjectait ce truc-là dans les ateliers en disant « Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu nous dire ?» On avait souvent quelques ajustements, d'autres petits ajustements, mais pas tant que ça. Et finalement, cette façon de réécrire, de remettre en débat, de retravailler, de reformuler, hein, ces choses-là étaient très, très, très porteuses de sens, quoi, au bout d'un moment. On s'est aussi servi de ça, des cartes heuristiques, j'en vois deux au tableau, des grandes cartes heuristiques comme ça, et on a posé les questions des idées reçues. C'est-à-dire que quand vous dites on va faire un parc, le premier gars vous se lève et puis il vous dit le parc, donc vous voulez nous mettre sous cloche. Alors on faisait un truc comme ça, est-ce qu'un parc c'est la mise sous cloche d'un territoire? Et ça partait, et ça avançait, ça avançait, ça avançait. On a combattu les idées reçues comme ça, on a un catalogue extraordinaire sur ce qu'est un parc, un projet territorial, comment organiser du vivre ensemble. On a été assez loin dans ces choses-là, comment justement faire sens socialement, et pas parce que c'est simplement débattu en société, mais que les gens vont écrire des choses, et ils écrivent des engagements. Et ce qui nous a un peu sauvés aussi, c'est qu'on a pu écrire un texte. On a pu écrire la charte du parc, qui est l'ensemble des engagements que prend le territoire vis-à-vis de ses partenaires. Et ça, il fallait bien le remettre encore et encore. C'est-à-dire que quand on a fait ça, eh ben on a réussi à voir que finalement, il n'y avait pas tant d'opposés que ça. Il y avait des stratégies qui divergeaient. Il y a des stratégies parallèles par rapport à son métier, par rapport à ses aspirations, par rapport à son extraction géographique, sociale, etc. Mais en tous les cas, il n'y avait pas d'opposition ferme. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas qui disaient... on n'a pas eu... il n'y a que l'agriculture qui compte et les agriculteurs nous emmerdent, quoi, en clair. On n'a pas eu ça. On a eu quelque chose de beaucoup plus diffus, beaucoup plus souple, beaucoup plus dimensionné que ça à l'échelle du territoire. Et ça, c'était intéressant. Donc, on a essayé de fédérer tout ça. Et on est arrivé à une idée, justement, ça fait écho à ce que disait mon prédécesseur. On a essayé de trouver, enfin, les habitants qui ont participé à ça, je vous rappelle qu'il y en a presque 8000 sur 30 000, ils ont essayé de définir un avenir préférable, l'avenir qu'ils préféraient pour leur territoire. Et ça a pris des dimensions assez inattendues, parce que généralement, vous savez, vous montez une charte de parc, vous avez l'environnement, l'économie et les hommes. Et puis quand vous êtes un peu doué, vous faites un axe transversal qui fait un peu développement durable. Voilà, c'est bien.
Là, on leur a dit, écrivez ce que vous voulez, moi je tiens la plume, c'est tout, je fais que ça, je tiens la plume. Donc ils ont dit, il faut d'abord qu'on connaisse notre territoire. Premier axe, c'était connaître, savoir. Ils n'étaient pas encore assez sûrs que leur territoire leur avait tout livré, qu'ils le connaissaient assez, qu'ils avaient assez cette pertinence forte de leur appartenance, de leur cohésion. Et puis le deuxième axe, c'était résister. Alors ils nous l'ont intitulé comme ça, je ne sais pas si c'est mon téléphone qui couine, oui c'est ça, excusez-moi. Et je ne sais pas l'éteindre non plus, ce qui est chouette. Voilà. Et donc, je disais que le deuxième axe, c'était résister. Et en fait, ce n'était pas résister à la contrainte, ce n'était pas résister à je ne sais pas quoi, aux normes européennes ou peu importe, mais c'était résister à la fatalité d'être un territoire qui échappe à l'influence des métropoles, qui se retrouve, je dis, 1500 hameaux sur 200 000 hectares. Vous imaginez la dispersion de population. Vous imaginez, démographiquement, c'est compliqué. Hein. Mais c'était résister à ça, ces fatalités qu'on leur assène depuis 30 ans, en leur disant, vous êtes un pays perdu, vous n'avez pas la route, vous n'avez pas l'autoroute, vous n'avez pas la 4 voies, vous n'avez pas d'usine de je ne sais pas quoi, vous n'avez pas un rôle industriel majeur dans cette France qui va vaincre tout le marché mondial. Donc voilà. Eh bien, ils ont résisté à ça. Ils ont dit, mais non, nous, on est autrement, on est autre chose. Et ce qui m'a amené tout à l'heure à avoir la réflexion, j'entendais les réflexions encore sur l'égalité des territoires. C'est important, l'égalité, dans le pacte républicain. Mais aujourd'hui, la différenciation des territoires, je pense, est beaucoup plus importante. Parce que les solutions ne font pas solution partout, avec tout le monde et en tout lieu. C'est-à-dire elles peuvent faire sens, mais avec les atouts de ces territoires. Et les territoires, c'est très, très mouvant, c'est très fluctuant. Hein. On a vu qu'il y avait, par exemple, on a vu que le parc avait un territoire géographique, oui, mais il a aussi un territoire qui est très mouvant. Les réseaux sociaux s'en sont emparés, et c'était rigolo, parce que si on avait voulu dessiner la carte du réseau social qui était intéressé par la structure du parc, on avait une carte qui était assez gigantesque et amusante, et qui partait en pseudopode un peu partout. Et c'est une nouvelle carte de ce territoire-là aussi, il ne faut pas la négliger. Elle a existé, elle existe, et à mon avis, elle va aider aussi à ce territoire à trouver sa cohérence. Donc, on a jonglé un peu comme ça entre ces méthodes de participation. Et moi, je pense réellement qu'on a fait preuve, non pas d'innovation participative, etc., mais on a quasiment fait œuvre de formation et d'éducation à ce territoire-là. C'est souvent quelque chose qui est assez négligé quand on parle de développement territorial. Moi, je pense qu'il y a une obligation à la formation et à l'éducation au territoire et à la façon dont on se comporte dans sa méthode participative et dans sa méthode citoyenne sur les territoires. Et aujourd'hui, j'entendais encore tout à l'heure quelque chose qui me fait plaisir, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est passé, une des difficultés, c'était de faire émerger des compétences sur ce nouveau territoire. Sur ce territoire, je vous dis, qui est paradoxal, hein, qui n'est pas du tout un territoire historique, ni un territoire géographique cohérent ou humainement cohérent, et qui environnementalement est très cohérent. On est passé d'une compétence individuelle, où les gens avaient des compétences individuelles, les citoyens avaient des compétences individuelles, et les ont transformées en compétences collectives. Et c'est ça qui a porté, en tous les cas, à mon avis, le projet, et c'est ça le changement. Le changement dans un territoire, je pense, c'est ça. C'est cette montée en capacité qu'a un territoire à pouvoir se frotter au changement et le résoudre par une amélioration de sa capacité. Voilà, je vais arrêter là. Je vois que c'est l'heure. Et je vous remercie. Bien, merci pour tous ces témoignages qui ont effectivement, je crois que c'était intéressant, c'est un peu l'exercice qu'on avait voulu aussi, qui ont mêlé de l'expérience concrète, du terrain, et puis du retour sur ces expériences et des réflexions, j'allais dire plus de chercheurs, même si tout le monde était finalement un peu chercheur, et en tout cas à chercher des solutions dans ces expériences. Alors, avant de prendre un certain nombre de questions, comme il faut qu'on reprenne un peu notre timing et notre agenda initial, je vais peut-être demander à nos deux chercheurs, puisqu'ils ne sont plus que deux,
par rapport au programme initial, donc à Bertrand Valiorgue et à Jean Corneloup, de nous faire part peut-être de leurs réflexions, de leurs impressions par rapport à ce qui a été dit. Un des autres paris de ce forum était aussi de faire intervenir des personnes qui venaient de l'extérieur, qui avaient un certain nombre de réflexions, et puis de revenir un petit peu avec nos forces vives locales, nos chercheurs qui aussi travaillent sur ces questions de l'innovation sociale et territoriale. Bon, merci Laurent de me laisser l'opportunité de... Alors, je vais certainement pas faire une synthèse, hein, je n'ai pas la prétention de faire une synthèse. Moi, je suis professeur en management, en gestion, et j'anime la chaire Alter-Gouvernance, qui s'intéresse, peut-être quand le nom vous indique la direction, qui s'intéresse à la gouvernance d'entreprises non financiarisées, donc essentiellement des coopératives, des mutuelles et des associations. Alors, il s'est dit beaucoup de choses. Moi, on peut pas revenir sur toute cette intelligence collective qui vient d'émerger. Je voudrais revenir sur 3 points. La notion de proximité, la notion de gouvernance et les nouveaux modèles d'innovation sociale qui sont en train d'émerger, les nouvelles formes organisationnelles d'innovation sociale qui sont en train d'émerger. Alors, sur la proximité, moi, je m'interroge, je vais plus prendre ma casquette de professeur de stratégie d'entreprise. Nous, là, quand on regarde la proximité, on l'a définie de 3 manières. Il y a une proximité qui est stratégique, il y a une proximité qui est géographique, et puis il y a une proximité qui est identitaire et culturelle. Et là, dans nos échanges, on a beaucoup parlé de proximité sans vraiment jamais la définir. Et ça me semble être un problème, parce que si on veut aller vers de la proximité, si on veut bien faire les choses, il y a un moment donné, il faut qu'on se donne un cap en matière de proximité. Quel type de proximité on recherche et on veut mettre en œuvre. Et ça, c'est peut-être plus une question pour les collectivités territoriales. Quel type de proximité? Est-ce que c'est une proximité stratégique, c'est-à-dire des liens économiques, des liens de coopération utilitaristes, ou est-ce qu'au contraire, c'est une identité culturelle, identitaire qu'elle veut maintenir, ou potentiellement des complémentarités? Je pense que c'est aussi intéressant de s'interroger sur pourquoi la proximité, c'est bien en fait. Et pourquoi la proximité, tout le monde en parle. Donc il y a un intervenant qui disait tout à l'heure, le conseiller général, il va défendre la proximité, la mairie, elle va défendre la proximité. Je suis sûr que l'Europe doit aussi défendre la proximité. Il y a un moment donné, pourquoi c'est ce mot-clé qui ressort dans la manière dont on peut penser régénérer le lien entre les institutions et les citoyens. Deuxième point, c'est sur la gouvernance. Alors, il y a une question qui a été... J'avais exactement la même question qui a été formulée. C'est comment on articule la gouvernance représentative avec la gouvernance participative. Et dans les échanges qu'on a, là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a complètement enterré les représentants, la gouvernance représentative. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite aussi dans cette direction. Les élus... ils sont élus pour un certain mandat, donc ils sont bien issus d'un système représentatif. Et comment ce système représentatif s'articule avec un système plus participatif, plus avec le terrain, et quels sont les niveaux d'articulation? Et je ne pense pas qu'il faille abandonner les deux systèmes, mais bien rechercher des complémentarités. Et là, je vais vous donner un exemple de ce qu'on voit dans les coopératives, les grandes coopératives. Les grandes coopératives qui fonctionnent bien, ce sont des coopératives qui, justement, ont articulé des élections de type représentative. On a des élus en mandat et en charge d'exercer une responsabilité, avec des éléments de démocratie, de représentation sur le terrain. Et donc, il ne faut peut-être pas aller enterrer trop vite, en tout cas, le système représentatif, et donner toutes les vertus au système participatif, parce que c'est aussi compliqué à faire fonctionner. Et est-ce qu'on est capable de faire émerger des caps et des décisions utiles au territoire dans ce système-là? En tout cas, quels sont les points d'articulation? Après les modèles socio-économiques, je rebondis sur une question qui a été posée. Comment travaille WeShare avec tout le système de l'économie sociale et solidaire? J'ai bien entendu, vous défendez des éléments de complémentarité avec ces systèmes-là. Mais concrètement, comment ces nouvelles organisations, ces nouveaux modes
d'engagement, ces nouveaux modes de promotion des innovations sociales vont s'institutionnaliser et vont aussi perdurer. Moi, quand je regarde fonctionner WeShare, c'est aussi beaucoup sur le don. C'est aussi beaucoup sur... alors, je ne dis pas que le don, c'est pas bien, mais en tout cas, vous ne pourrez pas fonctionner uniquement dans cette logique-là. Il y a bien un moment ou un autre, vous devrez avoir un modèle, alors ça ne va pas vous plaire ce mot, c'est un modèle socio-économique pour équilibrer vos contributions, pour rémunérer vos contributeurs et faire en sorte que les innovations réelles que vous portez, elles soient pérennisées et elles s'institutionnalisent. Donc, un modèle économique chez WeShare. Oui, il y a un modèle économique, mais qui repose aussi beaucoup sur... Enfin, moi, ce que j'en ai compris, mais là, c'est aussi une question que je vous pose, qui repose aussi beaucoup sur une forme de gratuité et d'investissement personnel. Je pense que sur les 5000 membres que vous évoquez, je ne sais pas combien, il y en a qui, sur ce modèle-là, développent un salaire, ou en tout cas une rémunération. Après, vous me direz, le secours catholique, le secours populaire, il y a aussi tout un volet de bénévoles qui font fonctionner le système. Mais est-ce que vous allez du coup sur ce modèle-là? Voilà, donc c'est les 3 éléments sur lesquels moi, chercheur en management, j'ai été un peu interpellé. Cette notion de proximité, on gagnerait à mieux la définir pour mieux l'opérationnaliser et donc du coup avoir peut-être une mise en œuvre de l'action publique plus efficace ou en tout cas plus en lien direct avec ce que peuvent attendre les citoyens. La gouvernance, comment on articule le représentatif et puis le participatif, et puis les nouveaux modèles, ces innovations qui apparaissent, ces nouvelles organisations, comment elles vont se pérenniser et se maintenir dans cet environnement avec de vraies valeurs ajoutées et de vraies innovations sociales qui apparaissent. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Bertrand. Et donc je passe la parole à Jean qui... nous vient à la fois de Clermont-Ferrand et de Grenoble. Il était prémonitoire dans sa construction de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, donc représentant du laboratoire Pacte. Très bien, merci. Donc j'aimerais aussi participer à cette réflexion sur la notion de proximité, en essayant à la fois de reprendre ce qui a pu être dit par les différents intervenants, tout en apportant peut-être le regard du sociologue lorsqu'il a discuté de la notion de proximité. Voilà. Donc, premièrement, la proximité, telle qu'elle est évoquée un peu par les représentants des comités territoriales et notre président de la région, c'est de dire que c'est la notion de projet qui est fondamentale et qui est les vecteurs par lesquels on va pouvoir impulser une nouvelle relation entre le haut et le bas, le centre et la périphérie, etc. Et le projet devient le vecteur qui va vous apporter la disposition à composer avec tous les acteurs du haut et du bas. Voilà. Et dans cette logique du projet, on va tout de suite derrière, il y a une notion de stratégie, de performance, d'efficience, d'objectifs, de résultats à tenir, pour aller toujours vers plus de progrès, etc. Mais lorsqu'on essaye de voir la proximité, est-ce que c'est que cela, la proximité? La proximité, c'est aussi prendre le temps, éloger la lenteur. On rencontre des gens qui sont situés dans les petites choses du quotidien, et qui sont des acteurs qui font plein de choses, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est aussi changer la focale pour dire la proximité, en allant voir les gens de terrain, qui œuvrent d'une manière très convaincue, avec beaucoup d'affectivité, de conviction qu'on ne voit pas, mais qui sont aussi impliqués fortement dans cette considération que la proximité, c'est aussi les gens de l'ombre, qui œuvrent dans les multiples actions de solidarité, d'activités économiques ici ou là, et qu'il faut aussi en rendre compte. La proximité, c'est dire aussi que ce n'est pas forcément vers l'avant qu'il faut aller, mais c'est aussi vers le passé, vers les gens qui font des choses extraordinaires, qui n'ont pas besoin de dire toujours d'être innovants pour considérer que c'est le mieux pour avancer dans la manière de justement lier le monde du passé et le monde du présent et du futur. Donc attention de croire que la proximité, c'est forcément regarder vers le cap, qui est celui de l'année 2050 ou autre. Mais au contraire, de tenir compte aussi de toutes nos richesses, nos dispositions, à faire en sorte que nos territoires et nos actions de terrain soient aussi extrêmement intéressantes à poursuivre, à continuer, et de ne pas tout gommer, ce qui existe déjà dans la proximité des activités. Deuxième point, la proximité, qu'est-ce que c'est? La proximité, c'est au contraire des approches surplombantes, ce n'est pas s'intéresser qu'aux données quantitatives, aux flux, aux catégories sociales, aux groupes sociaux d'une approche structurelle et structuraliste, mais de s'intéresser justement à ce qui est de l'ordre du social, tel qu'il se saisit dans les interactions de proximité, dans les humeurs, dans le dialogue que les uns et les autres font ici ou là, dans les relations avec la jalousie, la séduction, les relations avec les parents, relations avec les quartiers. C'est cela la proximité.
Donc on en revient ici à des paradigmes qui ne sont pas des paradigmes structurels, mais des paradigmes du sensible, de l'émotion, de l'imaginaire et du quotidien. La proximité, c'est accorder de l'attention au quotidien, dans la façon dont les échanges se créent, parce qu'il y a justement des solidarités, des liens de proximité et des formes d'organisation qui s'inscrivent dans les petits échanges, dans les petites choses du quotidien qu'il faut aussi tenir compte. Et là-dedans, ce qui est important aussi, c'est de dire que la proximité, c'est de considérer que si les choses fonctionnent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un capital culturel, fait de solidarité, de rencontres, qui fait que les territoires existent parce qu'il y a justement des habitudes, des rencontres, des routines, des histoires communes. Et que s'intéresser à la proximité, ce n'est pas gommer tout ça. Ce n'est pas rentrer dans l'approche numérique, l'approche technologique, où il faut toujours aller vers le plus haut. Non. La proximité, c'est justement soigner les petits liens de proximité et l'attention aux éléments par lesquels les territoires se solidarisent et créent en commun une histoire qui permet la perdurance du monde. Et bien des travaux se font dans ce sens-là qui sont intéressants à reprendre. Troisième point fondamental, la proximité, c'est faire référence au sens pragmatique. Et c'est très bien évoqué par un des intervenants. Qu'est-ce que c'est que la pragmatique? C'est de faire en sorte que les choses ne se construisent pas de manière surplombante avec un directeur, un élu qui définit pour les autres, mais il faut co-construire en commun. Et les sciences pragmatiques nous donnent une notion fondamentale qui est la traduction, pour faire en sorte que les interactions permettent de s'entendre sur l'élaboration d'un projet et de notions partagées en fonction du dialogue, des procédures, de la participation, qui renvoient à une autre façon de penser les interactions qui ne peuvent s'entendre que si en commun on discute des accords par lesquels ceux-ci peuvent tenir et durer. La proximité, c'est repenser aussi le politique. Ce n'est pas l'attention aux valeurs surplombantes, aux grandes idées et idéologies de la République, mondialisée, etc. Mais la proximité, c'est faire attention aux choses de l'intime, aux petites choses sur lesquelles vous avez envie de faire prendre soin de la personne. La notion de care devient importante dans la proximité. L'attention aux soins, donc à l'économie quaternaire, aux soins du quotidien, à l'école de proximité qui va permettre de voir des enfants, la bibliothèque à laquelle vous allez pouvoir lire des ouvrages. C'est cela la proximité qu'il ne faut pas sous-estimer dans la façon de voir, ce qui redonne de l'importance au vivre ensemble, à l'intimité et à la culture du présent. La proximité, c'est faire attention aussi au citoyen qui devient un citoyen consommateur. Il n'est pas là pour évaluer simplement et voter par rapport à ses orientations politiques, mais il va le faire par rapport à ce qu'on va pouvoir lui apporter dans la proximité. Des soins, de la culture, des spectacles, de l'attention à la mobilité de qualité. C'est cela la proximité. Donc c'est changer de regard sur la manière de voir ce qui est important pour le public dans la façon de s'engager dans les activités. La proximité, c'est aussi faire attention à ce qu'on pourrait appeler la puissance du social. C'est croire que les habitants ne sont pas que des moutons, des idiots culturels, des consommateurs lambda, mais il y a une créativité dans les habitants, une disposition à s'engager dans de multiples actions collectives, familiale, de quartier, économique, et qu'il faut aussi rendre compte de cette disposition à considérer que la puissance du social, eh bien, elle est riche de cette diversité des façons d'être, et la diversité est une qualité du social par les différentes façons dont aujourd'hui se définissent les manières d'être une identité contemporaine. L'identité, ce n'est pas l'un, mais c'est multiple, et c'est savoir gérer avec cette multiplicité dont les gens veulent être identifiés, reconnus, dans la façon de faire. Autre point, la proximité, c'est évidemment faire relation à ce qu'étaient l'économie collaborative, mais surtout, c'est faire attention à ce qu'on appelle la notion d'habitabilité. Vivre bien, c'est avoir une disposition à pouvoir agir dans le quotidien, dans les quartiers, et avoir ce qu'on appelle une notion de capacité, pouvoir agir sur son environnement, composer avec son environnement sur des questions d'esthétique, sur relations de pouvoir agir sur des petites actions de quotidien, avoir des jardins de proximité, s'engager sur des jardins partagés. C'est cela l'habitabilité, pouvoir vivre son monde contemporain par le sensible, par les odeurs, par la relation avec les matériaux du territoire avec lesquels on peut composer. Et l'habitabilité est une notion fondamentale de la proximité qu'on ne peut pas sous-estimer dans cette disposition à comprendre que pour vivre bien, il faut vivre dans un environnement qui soit favorable à l'expression des uns et des autres et à sa santé, parce que cet environnement est au fondement d'une proximité de qualité qui donne cette disposition à vivre correctement le monde contemporain. La proximité, c'est aussi faire en sorte que l'économie devienne de proximité par des cycles courts, par des pôles d'excellence rurale, par des pôles de compétitivité qui font en sorte que les acteurs en commun créent en commun, ensemble, une intelligence collective, des ressources spécifiques qui leur apportent cette disposition à durer et à renforcer leurs ressources
pour être engagés dans des actions de compétitivité à un autre niveau, mais c'est cela la proximité. Repenser les pôles d'excellence rurale et de compétitivité comme étant des ressources fondamentales en référence à ce qu'on appelle l'économie de la proximité, développée entre autres par Pecker de mon laboratoire. Enfin, la proximité, c'est aussi repenser l'espace public. Il n'y a pas de proximité sans réfléchir qu'est-ce que c'est que l'espace public, pour faire en sorte bien qu'il y ait des laboratoires récréatifs, qu'il y ait des living labs qui puissent en faire en sorte que les gens en commun construisent le sens et les dynamiques d'interprétation de leur espace commun. C'est cela aussi qui est fondamental. Et l'exemple de l'unité foraine, c'est extrêmement intéressant de voir comment dans le quartier de la Gautière, on a considéré que pour rénover l'urbain, il faut redonner la présence aux habitants en relation avec ces acteurs qui ont été chargés par l'unité foraine de réactiver la réflexion sur une friche urbaine et de redonner de cette disposition, habiter le lieu avec les habitants et non pas sans eux. Enfin, la dernière chose que je dirais sur la proximité, c'est lutter et de résister contre la technologisation du monde et la numérisation du monde. La proximité, c'est avant tout redonner de la présence à la démocratie directe pour faire en sorte qu'il y ait de nouveau des relations humaines, où il n'y a pas un abandon du corps, mais une réactivation des relations de proximité par le corps, les affects, le sensible, les histoires que les uns et les autres fédèrent entre les participations qu'on leur donne. Et c'est au fondement de ce qui doit être aussi au centre. Et éviter de penser que la démocratie va passer par le numérique, qui est dans l'air du temps. Je dis moi qu'au contraire, la proximité, c'est redonner de la présence à ces démocraties directes par lesquelles il y a une parole citoyenne qui se discute et qui se partage entre les autres, pour faire en sorte que la proximité, ce ne soit pas seulement une logique de l'innovation, mais une logique de la créativité, par laquelle les gens participent à la production du sens, et que le sens ne soit pas imposé par des logiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient transhumanistes, mais qu'elles soient au contraire fabriquées par les acteurs en situation, dans des scènes sociales au sein duquel elles sont partie prenante, comme cela s'est très bien été souligné lors de la présentation concernant la création du parc régional, où il y avait justement cette idée, pour être un acteur, il faut que les habitants soient partie prenante et produisent le sens par lequel il va avoir cette intention de créer en commun cette identité collective et ce sentiment collectif d'appartenir à ce territoire et non pas d'être extrapolé dans la définition de ses orientations politiques, humaines et sociales. Donc voilà ce qu'il me semblait important de souligner sur ce qui qualifie pour moi la notion de proximité, pour voir autrement que dans un cadre exclusivement du projet, dans ce qui qualifie cette nécessité de redonner du sens à l'humain. Donc osons rester humains dans la façon de voir le politique et la proximité par lesquelles les individus gèrent et vivent corporellement et affectivement la relation avec le monde vie qui est le leur actuellement. Merci. Merci Bertrand et Jean. C'est vrai que j'allais dire heureusement que demain nous aurons toute la journée pour échanger dans des ateliers parce que vous avez mis la barre très haut en termes de réflexion et d'idées générales. Oui, c'est une question pour Lionel Roucan. Il a fait œuvre d'éducation populaire dans tout ce qui nous a fait développer vis-à-vis des citoyens. Et donc, les réponses ont été très riches. Qu'en est-il de l'éducation populaire du côté des élus? Parce que les élus n'ont pas la science infuse. J'en fus un dans le mandat précédent à Arion. Alors donc, comme j'ai l'expérience associative et politique, je me suis beaucoup aperçu que quand même, ils faisaient souvent confiance aux techniciens, les élus, et il manquait d'avoir un corpus minimum pour développer des projets. Alors, face à un renouvellement à la fois au niveau départemental et au niveau des communes, est-ce que vous avez pu mener une dynamique de A à Z par rapport à la conception de votre projet? Oui, je pense que les élus sont des citoyens comme les autres. Et ils ont beaucoup participé sur le terrain à cette dynamique-là. Et heureusement, parce que de leur fonction représentative, ils avaient aussi la mission d'être des vecteurs de cette dynamique. Et c'est bien ce qu'on leur a confié comme mission. Donc c'est là où je pense que les élus ont été intéressés. Pas tous, hein, vous voyez, si vous voyez la carte aujourd'hui, il y a quand même 23 communes réfractaires.
On n'a pas convaincu tout le monde, heureusement. Mais voilà. Mais évidemment, dans ce côté d'éducation, de formation, oui, les élus au premier chef. Et puis on n'est pas parfait, loin de là. Moi aussi, j'ai fait pleurer ma maman pas mal de temps. Je suis monté 25 ans à cheval avant d'être vice-président du conseil régional. J'étais pas prêt à ça. Et on se forme aussi comme ça. On se forme parce que on est en prise directe avec des projets comme cela, et qu'à un moment, tant mieux si on a une organisation qui nous aide à progresser dans notre formation. Mais on l'a comme ça, les élus. Mais je pense que ce travail-là a été aussi, je veux dire, partagé entre les élus et les non-élus. Moi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs, parce que le côté société civile et pas civile, je sais pas, en étant élu tout d'un coup en 2004, je me suis pas pris pour quelqu'un de la société militaire ou plus civile, quoi. Je sais pas. Ça me semble un peu étonnant toujours ce genre de distinguo. Mais autant en profiter. Bien, je crois qu'on garde des questions s'il y en a encore. De toute façon, la thématique, on va la poursuivre avec la deuxième table ronde. Et puis donc demain, on a toute la journée pour rentrer plus dans le cœur des sujets.